Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie. Toute l'équipe de l'émission Ciné Thématique est ravie de vous retrouver une nouvelle fois. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Ce jeudi, nous allons consacrer notre soirée à la mémoire et à l'histoire. Il y a 57 ans, jour pour jour, que des Algériens ont décidé de sortir dans Paris pour dénoncer le racisme, l'humiliation et l'inégalité. Et ce couvre-feu qui leur a été imposé par le tristement célèbre, le préfet de police, Maurice Papon. Ce sont des femmes, des hommes et des enfants sortis pacifiquement, les mains nues pour réclamer la liberté et l'indépendance en Algérie. Le bilan de la répression est lourd et on parle de plus de 300 personnes assassinées, torturées, bâillonnées, jetées dans la Seine et d'autres parquées, humiliées et d'autres ont été refoulées dans des camps d'internement en Algérie. Cette émission, chers téléspectateurs, est dédiée à tous ces anonymes morts pour l'Algérie. Marhaba bikoum, cette émission réalisée par Nabil Tribèche et le staff du Studio 7 de Canal Algérie. Le combat libérateur a été porté au cœur de Paris, en France. Une nouvelle page de notre histoire de la guerre de libération sera ouverte ce soir, aujourd'hui, à travers 2 documentaires d'archives inédits. Le premier s'intitule Octobre à Paris. Il est produit par le journal Vérité et Liberté et le comité Maurice Audin, avec Pierre Vidal-Naquet et Laurent Schwartz et le cinéaste Jacques Panigel, qui au lendemain des manifestations a commencé le tournage d'Octobre à Paris pour alerter l'opinion publique sur la tuerie qui vient de se produire dans les rues de Paris, composée donc de captations documentaires, d'interviews de manifestants et de reconstitutions. Le film a été censuré dès 1962. Et oui, et Jacques Panigel a été menacé de poursuites judiciaires. La fin de la guerre de libération ne signifiait pas pour autant la levée de l'interdiction. C'est seulement en 1973 que la situation s'est débloquée après la grève de la faim du cinéaste et militant René Vauthier. Le film a obtenu son visa d'exploitation et il pouvait enfin être montré au public. Je vous invite sans plus tarder à découvrir un extrait de votre documentaire de ce jeudi soir. J'y arrive. Un travail remarquable à suivre sur notre chaîne ce soir pour la commémoration du 57e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Deuxième documentaire proposé par Canal Algérie est une compilation d'interviews et de témoignages sur les dures conditions et la situation socio-économique des émigrés algériens en France après l'indépendance. Le travail est rehaussé par l'éclairage et l'analyse de l'auteur de Mohamed Prend ta valise et de Nejma Kateb Yassine, dans une interview rare. On découvre tout de suite. Et mourir à la chaîne là-bas, c'est pas la peine du tout. On parle de 5 millions d'émigrés. On dit que dans quelques temps, ils seront 5 millions. Bon, ces 5 millions d'hommes vivant en France ne peuvent pas ne pas poser un problème immense. Or, jusque-là, quand on parlait de l'immigration, il existait quelques groupes français, quelques petits groupes chez les chrétiens, chez les progressistes, de temps à autre, des gens qui prennent des initiatives. Bon. Mais on sentait quand même que le problème grandissait au contraire, et on ne savait plus par quel bout de prendre. Il y avait une espèce de fatalité, des incendies de bidonvilles, des gosses qui crevaient, de l'humiliation quotidienne, du racisme, etc. Bon, on ne voyait pas en quoi, comment on pouvait agir. Là, vous avez ouvert une brèche. Alors maintenant, il faut continuer, je crois, et surtout déboucher sur une organisation. L'organisation des rapports. Alors, entre les immigrés eux-mêmes, ça c'est un problème très important. Enfin, bon, comment le faire? Je crois que là, il faut commencer par le début, tout à fait au début. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des militants qui créent des comités de base, des immigrés, eux-mêmes, de chaque nationalité d'abord, puis avec des relations entre eux, et avec le souci, dès le début, des relations avec toutes les organisations du mouvement ouvrier français. D'ailleurs, quand vous avez fait votre action sur Melan, j'ai lu ça dans la presse, j'ai tout de suite été enthousiasmé par ça, et la plupart des Algériens, et sûrement tous les Algériens qui l'ont su, ont eu vraiment un coup au cœur, parce qu'ils ont vu enfin qu'il y avait des Français qui avaient fait quelque chose de concret, de réel, de dangereux même, enfin, bon, un acte de lutte. En face du procureur,
Des propos à écouter impérativement dans ce documentaire qui vous sera diffusé en deuxième partie de votre soirée spéciale Histoire et Mémoire et Commémoration du 17 octobre 1961. Donc Ciné Thématique reçoit en première partie pour le contexte historique et pour le décryptage des événements le journaliste de la radio Alger 3, Hassan Arab, et il est également universitaire et il s'intéresse beaucoup à l'histoire de notre pays. En deuxième partie, nous accueillerons M. Aziz Nafa. Il est chercheur au CREAD, donc le Centre de recherche et d'analyse des développements. Il nous expliquera et apportera des éclairages et des analyses sur les mutations sociologiques relatives et bien évidemment aux questions de l'immigration. Sans plus tarder, j'accueille tout de suite Hassan Arab. Il est présent avec nous juste après le jingle traditionnel de l'émission. Monsieur Hassan Arab, bonsoir. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Ciné Thématique. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir invité dans cette excellente émission Ciné Thématique. Merci, merci, ça nous flatte beaucoup, quoique bon, vous voyez un petit peu le studio est petit, mais notre cœur est grand. C'est l'émission qui est... et c'est une émission très très intéressante. Merci beaucoup. Donc, vous aussi, vous faites du travail intéressant à la chaîne 3. J'ai fait mon enquête et ça fait plus de 10 ans que vous faites de l'histoire à la radio algérienne. Oui. Et vous faites aussi une excellente émission avec une équipe magnifique, j'allais dire. Rachida Monsef, Jamal Sanhadri, Samira Chouadria. Vous me rappelez aussi Aïcha Hammer, et pas que, il y a aussi un autre. Il y a Sid Ali Fares. Sid Ali Fares, Fashhadou, hein, c'est Fashhadou, Histoire et Mémoire. Fashhadou, Histoire et Mémoire. Là où vous avez réalisé beaucoup d'entretiens et d'interviews, vous m'avez parlé de combien d'heures d'interviews? Ça, c'est mes archives un petit peu personnelles. Oui. J'ai à peu près 6000 heures d'enregistrement avec des anciens moujahid, avec des témoins, que ce soit en Algérie ou bien en France. Très très bien. Donc là, vous me tendez la perche parce que j'ai envie juste de dire quelle est quelle est la place de l'histoire que consacre la grille de la chaîne 3 ou en général à la radio, vous qui travaillez. Est-ce que vous pensez qu'on parle assez d'histoire ou pas du tout, ou c'est moyen, ou ça mérite encore qu'il y ait d'autres émissions pour parler de notre histoire? Ces dernières années quand même, à partir de 2012, il y a quand même un intérêt de plus en plus grandissant pour l'histoire algérienne, notamment pour l'histoire de la guerre de libération et du mouvement national, que ce soit à la radio et même à la télévision. D'accord, donc rendez-vous avec vous chaque matin, c'est ça, pour la minute tous les matins, voilà, pour la minute histoire. La minute histoire et Fashhadou, donc vous donnez un petit peu Cette année, Fashhadou n'a pas été reconduite. D'accord. Oui. Et ça sera pour peut-être la nouvelle saison? Oui, normalement. Ben, j'espère. Alors, quand on parle du 17 octobre 1961, donc, on a l'impression que c'est un fait d'un jour. Je pense que le massacre du 17 octobre 1961 est le fruit d'une vengeance, justement. C'est-à-dire d'une vengeance d'un homme partisan d'une guerre à mort contre le Front de Libération Nationale et particulièrement contre la Fédération de France du FLN. C'est le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui a décidé donc de se venger à sa manière contre cette excellente organisation qui était la Fédération de France du FLN. Donc, avant d'expliquer cette vengeance, il y a lieu de rappeler le choix du contexte. Parce que c'est important. Le contexte intervient, donc le massacre intervient dans un contexte marqué par deux événements importants. Le premier, c'est, il ne faut pas oublier que c'était la période où le peuple français s'est exprimé à 75% en faveur de la politique de l'autodétermination de l'Algérie prônée par le général de Gaulle. Le deuxième aspect, c'est que ces massacres interviennent dans un moment où un diplomate suisse, Olivier Long,
qui vient en France rencontrer Louis Joxe pour lui dire que le Front de Libération Nationale, c'est-à-dire la délégation du FLN, est prête pour reprendre les négociations interrompues suite à l'affaire du Sahara. Oui. Donc il y avait ces deux... C'est des éléments qui... Déclencheurs. Voilà, déclencheurs, qui ont un petit peu précédé ces événements. Voilà. Donc, comme à l'époque, Maurice Papon avait tout fait pour rallier toutes les personnes contre les négociations. Donc, il fallait faire un coup spectaculaire contre le FLN et essayer, tenter de saboter les négociations. Alors, je reviens un petit peu à mon raisonnement, mon premier raisonnement. Oui. Je disais que, en général, le 17 octobre, qui a été un événement occulté, était représenté comme un fait d'un jour. Un fait d'un jour, c'est-à-dire, ça s'est passé que le 17. Il y a eu quelques morts, d'ailleurs, les médias. Alors qu'après vérification des archives de la Fédération de France, du FLN, également les archives de la police française, pardon, mais également d'autres archives soutenues par des journalistes comme Panigel, qui aujourd'hui nous donne ce magnifique travail qui témoigne de la sauvagerie de la répression. Est-ce que vous pensez que, contrairement à ce qui a été véhiculé, tout ce qui a été dit concernant ce jour-là, est-ce que vous pensez que le mouvement national, la mobilisation, tire ou a tiré bien sûr son ancrage de l'histoire du mouvement national en France? Parce que quand on prend la date de 1926, création de l'Étoile africaine, le PPA-MTLD, en 57 il y a eu répression, en 58 il y a eu répression, il y a eu aussi des opérations menées par le FLN. Donc est-ce que vous pensez que, voilà, la répression a été pratiquée en France avant même le 17, chose que beaucoup de gens ne savent pas? Oui, la répression, et il faut savoir que la répression contre les Algériens a été toujours pratiquée en France. Mais il y a deux phases différentes. Il y a la phase avant 1956, c'est-à-dire avant le congrès de la Soumam, et la phase d'après. Nous essayons de se limiter donc à cette phase parce que c'est une phase très très importante. C'est la phase de la restructuration, en même temps, de la Fédération de France du FLN. Donc voilà que cette fédération va prendre va structurer pratiquement tout le territoire français. C'est ça la prouesse. Donc des 1000 en 1958, la fédération va prendre une décision importante et capitale, c'est-à-dire c'est le 24 août 1958, elle décide de lancer un second front. D'accord. Sur le territoire français. C'est ce qu'on a appelé après la Wilaya 7 ? Non, c'était avant. C'est à partir du moment où la Fédération de France, qui a plusieurs milliers d'adhérents, donc elle se présente comme une wilaya. Donc elle installe des autres wilayas du territoire occupé. Exactement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres fédérations. Il y avait la fédération du FLN au Maroc et la fédération du FLN en Tunisie. Mais la Fédération de France, elle a cette particularité. C'est-à-dire, c'est le fait que les militants se trouvent au cœur même de l'État colonial, raciste, etc. Et la façon dont elle a été structurée révèle l'importance de cette fédération. Hassan Arabe. Oui. Dans le documentaire, on voit des personnes, de simples personnes, des ouvriers, qui vous disent « Je veux mon drapeau, le drapeau de mon pays, et je sors pour dire non à l'occupation de mon pays, et je sors les mains nues. Et je suis conscient de mon combat politique. » Là, c'est une autre dimension des choses. Parce qu'à un moment donné, on les a présentés comme des Français musulmans, qui sont sortis pour faire valoir des droits de travail, des droits de tous les jours. Et bien sûr, cette ultime
couvre-feu qui vient pour mettre cette chape de fer, cette chape de plomb sur des Algériens ouvriers fuyant la misère. Là, j'ai envie que vous qui êtes spécialiste dans l'histoire, vous qui avez interviewé des personnalités, d'abord, est-ce que vous pensez que ces Algériens, non seulement ont été utilisés comme main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire considérés comme des moins que rien, puisqu'ils vendaient dans des bidonvilles, ils travaillent dans des usines et finissent la journée à 19h parce que ni bar, ni restaurant, ni sortie en ville pour respirer de l'air, j'allais dire, est autorisé. Pire encore, on leur impose un couvre-feu. Et deuxièmement, ils ont eu la dignité quand même de ne pas penser à cette situation catastrophique, mais regarder ce qui se passait en Algérie et vouloir être le maillon fort peut-être d'un mouvement de libération. Cela révèle une chose qui est importante, c'est le degré de conscience des Algériens. Oui. C'est ça la différence entre un ouvrier qui est conscient oui. de son destin oui. et d'un paysan, par exemple, pour parler comme les philosophes. Mais c'est également le travail révèle également l'immensité du travail qui a été effectué par les responsables de la Fédération de France. Oui. Les responsables étaient toujours près des Algériens. Oui. Il ne faut pas oublier que la plupart, c'est à 99% oui. des Algériens, des ouvriers algériens qui travaillaient en France à l'époque, cotisaient pour la Révolution. Oui. Donc, c'était pas une simple participation, oui. etc. Oui. Mais la plupart des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens, ils le faisaient avec fierté, parce qu'ils étaient conscients de la nécessité d'en finir avec le système colonial. Effectivement. Donc, Fédération de France du FLN, une véritable base arrière pour le maquis algérien. Et, entre-temps, un fait inédit, vous allez nous l'expliquer, c'est la première fois dans l'histoire des révolutions qu'un peuple porte la révolution, le combat, la lutte dans le territoire du colonisateur. C'est-à-dire là, c'est une démonstration de mobilisation. De mobilisation incroyable quand même. Mais également de l'intelligence des responsables de la révolution. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette décision a été prise par les responsables de la Révolution en Algérie. Oui. Donc c'est après le congrès de la Soumane qu'ils ont décidé d'ouvrir un front, parce qu'à partir de 1958, plus d'1 million de soldats, de supplétifs, etc. Oui. Alors vous parlez de supplétifs justement, parce que je croyais que vous allez continuer un petit peu le propos, mais pas grave. Vous parlez de supplétifs, de harki, parce que c'est cité dans le documentaire. Oui. Ils ont tabassé, j'utilise le terme, ils ont cassé la gueule au bico. C'est aussi sinistre que ça, c'est aussi malheureux que ça, c'est aussi humiliant que ça. Dans le documentaire, on découvre tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression que même du côté français, on veut incomber la responsabilité des hackers aux Algériens. Ça, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous trouvez ça normal et les tuer à Paris au vu et au su de tout le monde? Voilà. Parce qu'on va parler justement de cette... Il arrive donc à Paris en 1958. Il ne faut pas oublier que... Pourquoi je parle de 1958 ? Parce que 1958, c'est l'arrivée au mois de mai du général de Gaulle au pouvoir. D'accord. Donc c'est dans ce contexte. Il arrive, déjà, la première des choses qu'il met en place, il met en place un service spécial des affaires algériennes. D'accord. D'accord. Ensuite, il prépare un plan d'action contre la Fédération de France du FLN. Et ce plan, il propose un plan contre pour lutter contre la Fédération de France du FLN. Oui. Et dans ce plan, il avait prévu la création d'une force de police auxiliaire. Je reviens à cette FPA, la force de police auxiliaire. Donc, dans ce plan, il a essayé
de faire comme le pouvoir, c'est-à-dire ils ont quadrillé la ville, ils ont quadrillé la ville d'Alger, etc., les parachutistes. Même lui, il voulait avoir et le pouvoir, et là le pouvoir sur la police, mais assisté par un militaire. Oui. C'est Montané. Ouais. Donc, il propose ce plan qui a été accordé. C'est-à-dire, il y a des textes qui le prouvent qu'il a été accordé par le Premier ministre. Donc, ce plan consiste donc à s'attaquer. À tous les Algériens. Parce que pour lui, tous les Algériens étaient militants de la Fédération de France du FLN. Effectivement. Pour réussir son coup, il fit venir des Algériens, c'est-à-dire une manière des Algériens supplétifs en Algérie. Des retournés, on va dire. Des retournés pour justement infiltrer le réseau fédération. Ces Algériens, la plupart de ces Algériens, de ces Hafki, comme on dit, étaient des paysans qui n'avaient aucune notion de la ville de Paris. D'ailleurs, dans ses mémoires, Maurice Papon, il a rapporté une anecdote dans son livre lui-même. Il dit, une fois, l'un de ses supplétifs, il s'égare à Paris, dans la ville, et puis il appelle la caserne, ce bonhomme. Il leur a dit, voilà, donc à la caserne, on lui a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'endroit où vous êtes? Il leur a dit, voilà, je suis à côté d'un pont sous lequel ne coule aucune rivière, l'Arc de Triomphe. Donc, pour vous dire que ces supplétifs étaient livrés au commandement de leur chef. Oui. D'accord. D'accord. Et puis, ils ont essayé donc d'infiltrer la Fédération de France, mais la Fédération de France a eu vent de ce plan. Donc ils ont neutralisé plusieurs de ces supplétifs dans un premier temps. La deuxième prouesse de la Fédération de France, c'est qu'ils ont réussi à infiltrer. Donc il y avait des éléments de la Fédération de France qui ont pu infiltrer ce dispositif, cette force de police auxiliaire mise en place par Maurice Papon. Vous parlez de Maurice Papon. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé à Alger avec Massu, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, où on a légalisé, on a donné le droit, les pleins pouvoirs à l'armée pour torturer, effacer une race. C'était ça, c'est un peu ça. On parle de crimes contre l'humanité. C'est exactement le même plan qu'il avait proposé à son Premier ministre à l'époque. Effectivement, Pierre Vidal-Naquet parle de crimes contre l'humanité. Il y a tous les éléments qui démontrent ça. Non, parce qu'il y a eu crimes contre l'humanité. Après, on va en parler. Oui. Donc, dans ce documentaire, ce qui est assez frappant, c'est que c'est des Algériens qui ont manifesté, encore une fois, pacifiquement, avec les menus, au centre même de Paris. Et comment vous expliquez, justement, cette volte-face de la classe des médias, de la presse, qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui consomme ça le plus normalement du monde, alors que, voilà, on parle de personnes pendues au bois de Vincennes, on parle de centaines de personnes jetées dans la Seine. Jetées dans la Seine, c'est-à-dire bien avant, dans les banlieues, notamment à Saint-Denis. Rappelez-vous la petite fille de Fatima Bédar. Fatima Bédar, qui a été la pauvre jetée dans la Seine alors qu'elle se rendait à l'école. Oui. Et on la retrouve avec la main qui tient le cartable. Le cartable. Donc, c'est ça le... Je veux dire, comment on est arrivé à ce degré de sauvagerie? C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que ce n'est pas le résultat d'une colonisation farouche qui a trop et assez duré. Quand on parle bien sûr de la Première Guerre mondiale, de ces Algériens mobilisés, Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, des familles déracinées, ils sont emmenés dans les fronts. Et puis là, on continue à enlever les terres aux Algériens pour les mener vers une immigration. Je continue parce que c'est important. Parce qu'on parle d'immigrés, on croit que c'est l'immigration choisie, c'est une immigration confortable, mais pas du tout. C'est des personnes qui ont quitté leur pays, contraints d'aller travailler dans des endroits... Et souvent pour prendre en charge toute une famille. C'est-à-dire, c'est pas une famille de 2-3 personnes. Mais souvent, c'est pour prendre en charge une famille de 20-30 personnes. Oui.
d'accord, c'est-à-dire les Oui. frères, les sœurs, etc. Oui. Donc, C'est assez dramatique. vous parlez des systèmes coloniaux. L'essence même du système colonial, de tout système colonial, c'est un système colonial qui se base sur l'extermination. Oui. Depuis, d'ailleurs, il y a un schéma, hein. Il y a un schéma qui a été reproduit. Donc le schéma, c'est celui de Christophe Colomb. Lorsqu'il débarque aux Bahamas, ils ont commencé d'abord à exterminer les Aztèques, chose faite, après imposer leur propre modèle civilisationnel. C'est exactement l'armée française. Dès 1830, ils ont tenté de massacrer toutes les populations algériennes. Oui. Mais comme il y a eu une résistance pendant des années, c'est pour ça que j'ai parlé dès le début de vengeance. Vous avez commencé avec la vengeance pour dire que c'était prémédité, c'était la dernière petite, ou peut-être l'ultime action avant la libération de l'Algérie, parce qu'on voyait bien que l'Algérie allait avoir son indépendance. Vous le confirmez? Oui, c'était les dernières balles, j'allais dire, de l'OAS, de ces ultras. Parce que je vais vous dire une chose. Le massacre a été planifié parce que Maurice Papon avait préparé, je vais vous donner un chiffre, ou bien quelques chiffres. Il avait préparé au moins 8400 policiers, gendarmes et supplétifs pour le 17 octobre. Oui. Préparer autant de policiers, c'était justement dans le but de procéder à une répression aveugle. Voilà, merci beaucoup Hassan Arabe d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique de Canal Algérie en général, puisque vous avez l'habitude d'interagir et de réagir à l'émission Bonjour d'Algérie. Avant de terminer, avant d'envoyer le documentaire au lendemain de la tragédie du 17 octobre, avant bien sûr au lendemain de ces massacres de 1961, Kateb Yassine, immense poète algérien et intellectuel, homme de culture, s'adressait au peuple français. Il disait, peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine, rougissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune, ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Aujourd'hui, c'est un message pour la jeune génération d'ici et de France, pour faire l'histoire dans l'apaisement, mais surtout pour prendre des enseignements de ce qu'a été notre histoire et leur histoire, l'histoire de France, pour ne plus commettre ces catastrophes humaines, ces décimations, la décimation des humains et ces crimes contre l'humanité. Chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir le travail qui a été fait par Panigel, un réalisateur français du comité Maurice Audin, un témoignage captivant sur ce qui s'est passé le 17 octobre, sur ce qui s'est passé avant le 17 octobre et après le 17 octobre. Parce que, comme aujourd'hui, 18 octobre 2018, il y a eu le 18 octobre 1961, une grève générale là-bas en France pour encore une fois... Il y avait même la marche des femmes. Effectivement. Il y avait la marche, c'est-à-dire il y avait une marche, une manifestation. Le 20 octobre. Des femmes algériennes. Le 20 octobre. Qui ont réclamé haut et fort la libération des Algériens arrêtés, mais aussi l'indépendance de l'Algérie et les négociations avec le GPRA comme seul représentant de l'Algérie. Vous parlez de Kateb Yassine, je termine avec ça. Rapidement, parce qu'on a une deuxième partie. Voilà. Kateb Yassine, c'est la deuxième fois qu'il s'adresse directement au peuple français. Parce qu'en 1947, il avait fait la fameuse conférence avant le déclenchement de la guerre de libération, invitant également le peuple français. L'émir Abdelkader ou l'indépendance d'Algérie, c'était le titre de cette conférence, où il invite également le peuple français à méditer sur le sort des Algériens. Et voilà qu'il récidive en 1961, au lendemain des massacres du 17 octobre. Merci pour ces éclairages précieux. Et j'allais dire que quel courage d'un peuple, c'est-à-dire toujours trouver des initiatives pacifiques
pour faire valoir ses droits. Après une mutinerie, après le massacre, ils trouvent le moyen de faire une grève pour dire, voilà, pour dire que nous ne sommes pas violents et nous voulons juste notre indépendance, et l'indépendance et la liberté dans notre pays. Alors, avant juste d'envoyer le documentaire, j'ai envie de remercier pour la numérisation, pour la récupération des archives. Surtout ce documentaire Octobre à Paris. J'ai envie de remercier Mourad Chouihi du CNCA. Il est directeur du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, avec son personnel, à leur tête Ali Djemaoui, Gharis Hakim qui est au niveau de la Bibliothèque nationale avec une collègue qui font de l'excellent travail pour sauver des copies en 35 et 16 mm, je les cite aujourd'hui. À nos amis des archives ici de l'EPTV qui sont très collaborateurs avec l'émission ciné-thématique. Je cite bien sûr Chitouh Mourad, Ali Abd Samed, et puis à leur tête notre ami Tarek et bien sûr à celui qui a collaboré avec moi pour cette émission, Yazid Aït Mahiddin, je le remercie, puis Nabil Tribèche qui réalise. Donc bon doc sur Canal Algérie, on revient dans à peu près 1 heure de temps pour la deuxième partie qui sera consacrée justement à cette mutation ou aux mutations relatives à notre communauté en France, avec bien sûr notre invité qui sera là, il s'appelle Aziz Nafa. Voilà, il est universitaire. Restez avec nous. Vas-y là-bas. Si tu savais tout ce qu'on a souffert pendant qu'on est en France, alors c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Le type, il peut dire qu'il voit l'enfer et le paradis. Il m'a emmené à l'hôpital. Lorsqu'il rentrait chez moi, il se couchait pour plusieurs jours. Ou j'appelais l'ambulance pour les emmener à l'hôpital. Je les accompagnais. Lorsque je revenais, les agents qui étaient toujours devant la porte m'insultaient. Comment je pouvais conduire des ratons ou des... À la suite d'un accident de travail, mais je m'attendais, alors c'était un accident de travail que j'avais à l'usine, la douleur était tellement forte, même pas voulu me permettre de descendre, même être accompagné pour prévenir ma femme